Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Régions et Terroirs. Aujourd'hui, je me trouve dans le joli petit village de Botrans, en Gruyère, et je te propose d'aller à la rencontre de Jérôme Nidegger, qui, de par ses métiers autour du bois, en tant que menuisier et charpentier, a allié sa passion de la musique, ses expériences qu'il a acquises durant ses voyages, pour devenir facteur de flûte, et plus exactement, pour la conception de flûtes sur mesure, des flûtes Cherokee. Alors, si tu as envie de découvrir ce bel instrument à la sonorité envoûtante et captivante, eh bien, suis-moi. Salut Jérôme. Salut Fluc. Ça va? Ça va et toi? Bien, bien. Merci Yes. de me recevoir. Mais je t'en prie, bienvenue. C'est gentil. Tu es en bonnes affaires. Ouais. J'ai vu que sur ton site, tu avais plusieurs sortes de flûtes. Pourrais-tu nous les montrer puis nous expliquer leurs différences? Alors ici, regarde. On a une flûte simple. Donc, comme on a un peu tous l'habitude d'en voir. De ce côté-là, on a une double flûte parallèle. Donc en gros, dans une seule pièce de bois, eh ben, je vais sculpter deux flûtes. Donc ça permet de commencer à jouer en polyphonie. Ici, là aussi, on a une flûte double. Simplement que c'est deux flûtes simples qui ont été tournées séparément et qu'ensuite j'ai racolé, j'ai fait une sculpture de jointure ici en bas. Donc c'est la même chose, c'est une flûte double. En réalité, c'est le même instrument que celui-là, à part que le son, il part dans deux directions différentes. Et que du coup, ça crée un effet stéréo un peu plus important. Alors, si je te montre un peu ce que ça donne, en gros, si je joue qu'une flûte simple, ça donne ça. Ensuite, je peux rajouter la polyphonie.
fait, cette polyphonie, elle donne un côté hyper envoûtant. Je sais pas comment dire, ça parle et ouais, c'est ça. C'est ce que les gens me disent le plus en retour, c'est que c'est un côté très envoûtant. Alors, c'est exactement ce que je ressens. Du moment où cet instrument est parti, t'as l'impression d'être embarqué, c'est impressionnant. Mhm. Ouais, d'où les voyages sonores aussi. Ah oui, alors une variante qui est sympa aussi, c'est la double avec en fait des trous sur la partie du bourdon et puis le normal, les 5 trous que je fais de ce côté. Du coup, ça permet en fait un petit jeu en polyphonie avec quelques accords supplémentaires. Voilà, hyper sympa pour rajouter un peu de couleur. Voilà, comme j'ai pu voir aussi, j'ai vu que tu proposais des stages de 2 jours. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le stage et puis un petit peu quelles sont les étapes que les participants font? Ouais, avec plaisir. Alors écoute, le principe du stage, c'est... alors, tout commence par choisir son bois. En fait, ben là, il y a juste quelques essences que je propose là, mais en règle générale, je peux avoir jusqu'à 8 essences à choix que j'ai sélectionnées pour la qualité du son, la beauté et d'autres facteurs. Pour ce stage, en fait, moi, je préfabrique le corps de la flûte, les parties trop complexes qu'un menuisier, que même quelqu'un qui est menuisier, il aurait du mal à faire, et quoi, là, il faut vraiment être professionnel. Donc, en fait, le corps de la flûte, il est fait. Et puis, par exemple, si le stagiaire il choisit ce modèle-là, parce que tous les modèles sont à choix, eh ben, lui il sera amené du coup à sculpter la pièce de jointure en bas. Il sera amené à couper la flûte de longueur à la bonne taille. Il choisira sa note d'accordage. Il va percer, accorder la flûte. Il aura donc choisi le bois préalablement avec une marge de temps que je puisse réaliser le travail. Un des gros centres du stage, c'est donc la sculpture des totems, donc les 2 pièces qui viennent ici. Et on peut mettre un bec, ou voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans l'ornement. On peut sculpter le corps de la flûte, on peut le pyrograver. On peut vraiment aller loin dans la création. Ce que moi je propose aux gens, c'est vraiment de se connecter au bois, en fait, à une essence qu'ils aiment bien. Moi j'aurais dégrossi vraiment les essences qui vont quand même bien jouer. Et puis de vraiment pouvoir travailler le plus possible avec la pièce qui est devant nous, donc ses veines, la beauté, les courbes, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait. Et selon ce qu'on peut voir dans le bois, eh ben, il faut préalablement, alors c'est bien d'avoir une image, d'avoir un dessin, de pouvoir partir dans une direction, surtout si on est sur quelque chose de figuratif. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est vraiment de simplement lire les veines du bois, et puis juste se dire, ok, alors là, je vois une courbe, je vois ça, et ouais, se laisser prendre des directions plus intuitives sur j'appellerais ça les lignes de force. Vraiment la direction que le bois prend, ses veines, sa courbe. Et ensuite, les totems n'ont pas besoin donc d'être figuratifs, hein. On peut vraiment se laisser inspirer. On peut aussi tout à fait alors vraiment avoir une idée fixe et puis on la dessine et puis on la marque. On peut avoir un arbre qu'on dessine préalablement. Voilà, je laisse. Disons, les stages, je les appelle les stages création parce que disons, le prérequis de base, c'est d'avoir envie de créer. C'est envie de donner forme à quelque chose qui est actuellement invisible. Euh, L'envie de jouer de la musique. Donc ça peut être pour rajouter une corde à son arc parce qu'on est déjà musicien, mais la grande majorité des gens qui viennent au stage ne jouent pas préalablement. Et ils ont juste envie de rentrer dans la musique d'une manière intuitive et simple, et cet instrument s'y prête beaucoup. Et donc le jour du stage, bah moi je présente aux stagiaires une multitude d'essences de bois, donc toutes des essences locales. Euh, Une fois que l'essence elle est choisie, donc par rapport à sa couleur, par rapport à ses lignes, enfin voilà, je dirais même l'affinité simple avec l'arbre, si d'un coup on aime le noyer, si d'un coup voilà, on a l'if qui nous appelle, eh ben
On choisit la pièce en question, celle qui nous parle vraiment le plus, on dessine la première chose qui nous vient, qui des fois peut s'avérer être autre chose, hein, ça peut changer au fur et à mesure. Ensuite, on passe à la scie à ruban, on découpe le profil de manière grossière juste sur le côté, et puis après on passe à la sculpture. Donc là, on a différents outils, les ciseaux à bois, les limes. Pour faciliter le travail, j'ai aussi des Dremel. Ça permet de sculpter avec beaucoup moins d'habileté qu'un ciseau à bois. Et voilà. Alors la démarche que j'essaye de pratiquer, c'est en fait de prendre une pièce de bois, de découvrir quelle est sa particularité, qu'est-ce qu'elle peut nous dire en fait, qu'est-ce qu'elle peut nous transmettre, et qu'est-ce qui éventuellement se cache à l'intérieur d'elle qu'on pourrait révéler. Et en fait, ça peut être par rapport au veinage du bois, ça peut être par rapport à sa couleur, il peut y avoir beaucoup de choses. Disons, j'essaye beaucoup de transmettre ça aux stagiaires qui viennent pour la sculpture, de se laisser guider en fait par ce que la nature propose. Le bout de bois que vous avez choisi du coup pour faire un totem, donc ça c'est le totem, c'est la pièce qui va poser au final sur la flûte, et ben d'essayer de le comprendre, de le lire, de se laisser guider, et ensuite de voir, ok, elle a un caractère, elle a quelque chose, elle a un veinage. Maintenant, c'est à moi de donner forme à ce qui est actuellement invisible. Je voulais encore te demander, lorsque tu réalises une flûte, est-ce que tu dessines au préalable une esquisse ou tu te laisses aller par les étapes, en fin de compte, au fur et à mesure que tu avances dans sa réalisation? Alors, disons, ça dépend vraiment. Des fois, j'ai une idée, je la dessine, elle vient, il y a tout qui sort nickel, c'est génial. Euh, Souvent, ou disons régulièrement, j'ai une idée et en fait, c'est comme si je me fourvoyais. Disons, je fais beaucoup de flûtes sur mesure, donc les gens me disent, ok, fais une flûte qui me correspond. Des fois, ils me donnent aucune indication. J'ai que leur nom, je les connais même pas. Et du coup, je me mets en disposition, disons, à faire leur flûte. Et juste le fait de faire ça, ça fait que si je pars pas dans la bonne direction, que je choisis pas le bon bois, que je vais pas dans les bonnes formes, eh ben, ça m'arrive de faire des grosses erreurs pendant le parcours, pendant le processus. Et l'erreur m'oblige à prendre une direction et à voir quelque chose que j'avais pas vu. Et parmi les plus belles flûtes, ou en tout cas celles qui ont créé le plus de résonance chez les personnes qui les ont eues, ce sont des flûtes dont j'ai pas du tout vu à la base ce que je voulais faire. Et je pense à un ami qui m'avait dit fais-moi une flûte. Il m'avait amené le bois, c'était un noyer qui avait grandi chez lui. Ses enfants ont grandi sous ce noyer, et puis bon, ils ont dû partir, déménager, je sais plus quoi, il allait être coupé, donc ils l'ont coupé, scié, séché. Il est venu m'apporter des plateaux de ce noyer, et je lui ai fait une flûte. Je sais plus quelle direction je prenais, mais tout d'un coup, bam, grosse erreur, j'ai mangé un morceau, et j'étais là, ah, terrible. Et d'un coup, j'étais là, ah, mais on dirait un serpent. Du coup, j'ai fait la symétrie de l'erreur que j'ai fait, et je lui ai donné une forme. Et voilà, et j'étais hyper content de cette œuvre. Elle était vraiment belle, elle est sur mon site d'ailleurs. Et le jour où je lui ai donné, eh ben, il a pleuré. Il a pleuré en voyant ce serpent. Il m'a dit, mais comment tu savais que le serpent, c'était l'animal qui m'accompagne actuellement? Je lui ai dit, mais je sais pas. C'est pas moi, tu vois. Quelque chose me fait faire des erreurs quand je prends pas les bonnes directions. Et ouais, tout ça pour dire que voilà, des fois, ça va dans des directions qui sont pas celles que j'aurais choisies, mais qui résonnent chez les gens. En tout cas, quand je me laisse guider. Comme quoi le hasard, en fin de compte, peut être très féerique et porter loin, quoi. Exactement, ouais. T'as dû lâcher prise. Ouais, il faut, hein, parce qu'on est, on est déçu quand on fait une grosse erreur. C'est sûr. En tout cas, je te remercie. Yes. Eu sou o olho da águia, a força do mar. Eu sou o fio do vento, filha da terra. Eu ando neste mundo com a luz
Je voulais te poser la question, quel parcours de vie tu as eu pour arriver à devenir, comme tu dis, facteur de flûte amérindienne? Alors, longue histoire, longue histoire. En fait, moi, j'ai quitté la Suisse à la vingtaine, enfin à 20 ans, 19, je sais plus trop. J'ai voyagé pendant 6 ans. Je me suis retrouvé au Brésil 2 ans. Et là, en fait, j'ai travaillé avec un charpentier, j'ai travaillé avec un facteur de flûte. En fait, j'ai pas voyagé dans l'idée de revenir, c'était toujours dans l'idée de jamais revenir, parce qu'à l'époque, je supportais pas l'idée de vivre en Suisse. Euh, et du coup, ben, au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai réalisé qu'en fait, j'aimais créer. J'aime travailler le bois en règle générale, mais j'aime créer. C'est ce qui m'a le plus bouleversé dans mon voyage, c'est mes premières créations. Et disons ce chemin de recherche intérieure qui a aussi été un peu le moteur de mon voyage, ce qui m'a aussi arrêté au Brésil, parce que là-bas, ils ont, ouais, ouais, il y a beaucoup de choses. Et du coup, quand je suis revenu, j'avais quoi dans les 26 ans. Et en fait, c'est la vie qui m'a fait revenir, parce que moi, je m'étais installé d'abord au Brésil, ensuite en Inde, des études de musique. Et la vie, en fait, elle m'a à chaque fois, elle m'a ramené en Suisse de gré ou de force. Euh, et je suis revenu à 26 ans pour justement enterrer ma mère, qui était aussi une des raisons pour lesquelles j'étais parti. Et, euh, et voilà, j'ai ensuite, comment dire, c'était un petit peu difficile la première année, et ensuite j'ai pu remettre ensemble tout ce que j'avais appris grâce au voyage. Et entre autres, en voyageant, j'ai découvert un truc, c'est que tout ce que je créais, j'arriverais à le vendre. C'est tout con, hein, mais j'ai appris ça. Et quand je suis revenu, j'étais là, bon, bah, c'était hors de question que je fasse un métier qui me correspondait pas, c'était hors de question. Disons, si je restais en Suisse, j'avais des conditions assez importantes envers la vie. La première, c'était de vivre en yourte. Et la deuxième, c'était de faire absolument uniquement ce que j'avais envie de faire au niveau du métier, et ni plus ni moins. Du coup, je me suis dit, bon, ben, j'ai appris quelques bases de travail du bois, de charpente, mais maintenant j'ai envie de devenir menuisier charpentier, et j'ai envie de devenir créateur de flûtes amérindiennes en bois massif. Parce qu'en fait, j'ai appris à les faire en bambou, mais ça n'a absolument rien à voir avec mon métier d'aujourd'hui. Donc, j'ai passé une année à réapprendre et à remettre au jour la flûte amérindienne un peu plus traditionnelle en bois massif. Et voilà, le tout m'a pris quelques années et je me suis mis à mon compte rapidement en 2016. Et depuis la vie, elle est plutôt d'accord. Qu'est-ce qui t'a plu réellement ces flûtes Cherokee? Euh, c'est leur accessibilité au jeu. Alors moi, je suis musicien aujourd'hui. J'ai un parcours avec la musique qui est pas très rigolo. J'ai fait 4 ans de solfège pour absolument rien. J'ai terminé par jamais faire d'instrument. C'est resté une partie case noire, zone traumatique de ma vie. J'ai acheté un harmonica vers les 16 ans, 16-17 ans. Et en fait, c'était là mon début dans la musique. Euh, quand j'ai rencontré la flûte amérindienne, en fait, j'avais d'abord une simple. Et quand j'ai eu ma première double, c'était un modèle d'ailleurs similaire à celui-là, il était en scie, il n'y avait pas les trous de ce côté. Et ben en fait, ça a été vraiment une explosion musicale, quoi. J'ai pu vraiment m'épanouir, enfin je sais pas comment dire, il y avait vraiment, d'un coup je pouvais composer, créer, c'était beau, c'était simple, et ça m'a vraiment propulsé à vouloir aller plus loin dans la musique. Et cette facilité-là, ce côté du jeu instinctif, voilà, sans aucune base préalable, c'est vraiment ce qui m'a séduit et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre aujourd'hui euh, au plus grand nombre. De dire, ok, bon, c'est pas que vous n'avez pas fait de solfège ou que vous n'avez pas de chemin musical préalable, qu'en fait vous pouvez pas faire de la musique, parce qu'en fait la musique, elle est innée, voilà, tout simplement. Et ça, cet instrument, c'est parmi les instruments intuitifs qui permettent de jouer cette musique. En tous les cas, de commencer comme ça. Donc en fin de compte, les notes sont au préalable, en fin de compte, harmonisées les unes avec les autres, ce qui fait que tout à chacun peut s'essayer à la musique, en fait. Voilà, exactement. Tant qu'on respecte la règle de ouvrir les notes par le bas, comme ça, et pas boucher dans n'importe quel sens, en fait, toutes les notes, elles sont dans une gamme, c'est une pentatonique mineure. Il y a d'autres notes qu'on peut trouver, évidemment.
Mais du coup, la pentatonique mineure, c'est très naturel à jouer, c'est vraiment intuitif. Et du coup, en fait, il n'y a pas de fausses notes possibles. On peut souffler mal, tout ça. Mais il ne faut pas non plus apprendre à souffler, parce que c'est comme une flûte à bec, on souffle tout droit, le son se fait tout seul. Donc ça en fait un instrument facile à jouer. Vu qu'il y a plusieurs sortes d'essences de bois que tu utilises pour tes flûtes, est-ce que ça a une influence au niveau de la sonorité? Ouais, clairement, ouais. Ouais, c'est une grosse influence. Disons, j'ai essayé une quinzaine d'essences qu'on a par chez nous. J'ai un peu dégrossi le travail de recherche et disons, euh, j'ai trouvé un panel d'essences qui me plaisent au niveau du son. Et donc, elles ont des caractéristiques différentes. Elles donnent toutes, en tout cas avec ma facture, un son suffisamment bon. Il y en a qui se démarquent un peu dans la profondeur de résonance, il y en a qui sont plus claires, cristallines. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est le bois, c'est sa couleur, je sais pas comment dire, son tempérament. Et je propose du coup à mes clients, à mes stagiaires, de vraiment faire un choix aussi. S'ils me demandent de choisir pour eux, je choisis pour eux volontiers. S'ils me donnent des caractéristiques sonores, j'essaye de trouver un bois qui leur correspond. Mais pour moi, au centre, ce qui est vraiment important, c'est de connecter avec l'arbre. C'est l'arbre qui donne son corps pour faire une flûte. Euh, Chaque bois, il a vraiment une couleur, il a une symbolique. La dureté du chêne, la souplesse de la lisier. Et chaque bois, il a vraiment, il dégage quelque chose. Et je conseille à mes clients et à mes stagiaires de faire un choix en fonction de ça, de ce qui peut leur plaire dans les caractéristiques de l'arbre ou dans l'esprit de l'arbre, comme on pourrait dire. Et au niveau de la longueur de la flûte, ça a aussi une incidence? Oui, la longueur définit en gros si la flûte elle est aiguë ou grave. Donc si on veut un son bien bas, bien grave, profond, bah dans ce cas-là, il faut réussir à jouer les plus grandes, parce que j'en fais des qui font jusqu'à 87 cm. Et une flûte plus aiguë, plus aérienne, elle sera plus petite, plus courte. J'ai vu dans ton site comme quoi, avec ta compagne Aska, vous réalisiez des voyages sonores. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, alors, voyage sonore, c'est très particulier. Disons, sous sa forme, vue de l'extérieur, c'est un concert de chant polyphonique, principalement. Donc moi, je compose la base souvent. Aska, elle fait la deuxième voix. Donc on chante en polyphonie sur une série de compositions. Dedans, il y a aussi la flûte amérindienne qui apparaît, le tambour. Moi, je joue aussi de la flûte traversière indienne. Il y a différentes choses qui apparaissent. Après, ce que c'est vraiment, c'est presque comme une cérémonie du son, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ils viennent dans une ambiance plutôt avec des bougies, dans presque l'obscurité, ils s'allongent et en fait, on va les emmener en voyage. On les emmène en voyage grâce au son, parce ma compagne a aussi beaucoup voyagé, donc on arrive à transmettre des couleurs de différents univers sonores. Nas águas do mar, divino, deixando você guiar o meu barco, meu barco. Et disons, c'est aussi très particulier. Il y a un côté un peu magique à ce qui nous a amené à faire ça, ce qui m'a amené à composer. C'est qu'en fait, à la base, donc moi j'ai passé 2 ans au Brésil. J'étais beaucoup avec des ayahuasqueros dans les cérémonies d'ayahuasca. Et disons, la musique, c'est un point central dans ces cérémonies, hein. Elle était rarement, disons, vive, ou elle était rarement présente là d'une manière autre qu'électronique, mais des fois. Et en fait, dans le voyage, dans ce cas-là, disons, spirituel intérieur, elle nous emmène et elle nous transporte. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué et j'ai commencé de mon côté seul à composer, à chanter, à jouer différents instruments. Et en fait, quand je suis revenu en Suisse et que j'ai commencé à avoir des rares moments où une personne m'entendait ou autre, mais honnêtement, sur une dizaine de fois où quelqu'un m'a entendu, au moins 4 ou 5 fois, quelqu'un s'est mis à pleurer. Et en fait, je
comprenais pas. Au début, j'ai un peu buggé et tout ça. Et à force des choses, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, la musique que je composais, qui en fait était aussi en lien avec des émotions très fortes que j'ai vécues différents moments de mon parcours, en fait, elle avait un écho chez les gens. Et par la force des choses, je me suis retrouvé à jouer après des cours de yoga, donc des moments où les gens ils sont déjà plus à l'intérieur, plus sensibles, plus réceptifs. Et là, j'ai vu que ça avait vraiment un effet fort en fait chez beaucoup de personnes. Et tada, j'ai rencontré Aska, qui est venu en fait compléter toutes les compositions avec sa deuxième voix. Et là, on a vraiment commencé un travail qui est beaucoup plus équilibré aussi par rapport au masculin, féminin, par rapport même au centre de ces compositions. Et ce qui a donné aujourd'hui ce qu'on appelle un voyage sonore, où on invite les gens du coup à rentrer à l'intérieur d'eux, faire silence, fermer les yeux et recevoir la musique de la manière la plus sensible possible et de faire le voyage qui leur sera propre. Ah, magnifique comme initiative. Ah oui, on est aussi en train du coup de terminer notre premier album. On est très content, c'est bientôt la fin. Et on est déjà sur le deuxième. Encore une chose, Jérôme. Si tu devais conseiller à un jeune qui aimerait tout comme toi vivre d'une réalisation d'instruments, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je crois que la première chose que je dirais, c'est qu'il faut absolument vivre son rêve. C'est-à-dire, il n'y a pas de compromis. Tu vas passer ta vie à travailler, à faire des trucs. Je veux dire, pourquoi faire moins que exactement ce que tu souhaites faire et dans les conditions que tu souhaites le faire? Ça, c'est la première chose. Après, moi, j'ai un parcours un peu particulier qui m'a demandé beaucoup de ressources personnelles, qui m'a demandé beaucoup de confiance et d'indépendance, d'autogestion. Donc, je sais pas exactement ce que je conseillerais, ça dépendrait de la typologie de la personne, du type de caractère, quoi. Si tu es une personne indépendante qui croit en soi et qui développe facilement des projets ou ce genre de choses, je dirais, mais invente ton métier. Il y a aucun doute, invente-le. Euh, Ensuite, ça dépend de l'instrument que tu fabriques. Il y en a des plus complexes que d'autres, il y en a qui demandent plus de choses. Le chemin aussi d'apprendre seul, ça prend du temps. Donc, il faut accepter d'avoir du temps devant soi. Sinon, ce qui peut être hyper chouette aussi, c'est de trouver un luthier, trouver quelqu'un chez qui on peut apprendre des choses avant de se lancer. Enfin, faut voir ce qui est sur le chemin. Et aussi, il faut, à mes yeux, être très aligné entre qu'est-ce qui est vraiment adéquat pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que mon rêve, il vient d'un fantasme qui n'est pas tout à fait lié à moi, ou est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est le centre de qui je suis? Moi, je pense que si on est au centre de qui on est, ben là, de toute façon, toutes les portes s'ouvrent et de toute façon, on va être capable de le mettre en place. Voilà, il faut être aligné avec cette réalité, quoi. Merci pour ta réponse. Je t'en prie. Voilà, on arrive à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Jérôme Nidegger ainsi que sa compagne Aska Deschenaux pour nous avoir invités dans leur univers musical, ainsi que de nous avoir partagé leur belle passion pour cette flûte Cherokee. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager au plus grand nombre, ainsi que de t'abonner. Tout ça permettra de référencer la chaîne et on en a réellement besoin si on veut continuer à faire des reportages. Je te rappelle par la même occasion que tu peux aller sur notre site internet www.regionetterroir.com sur lequel tu trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que l'on tourne. Si tu as des suggestions, si tu connais des artisans dans ta région que tu as envie de mettre en avant, tu peux m'écrire à info@regionetterroir.com. En attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.